Bonjour à tous. Oui, donc j'étais déjà là. Je remercie les organisateurs de me réinviter. Je vais essayer de renouveler un peu mon propos, mais il va y avoir une partie de redite malgré tout. Et voilà, je ne sais pas si je viendrai l'année prochaine, à moins que j'ai d'autres choses un peu vraiment nouvelles à vous dire. Donc la commande était un petit peu différente cette année. On m'a demandé notamment de faire un suivi un petit peu de ce qui s'était passé. Et donc je vais... alors, pour passer d'une slide à l'autre, parce que là, je n'ai pas à l'écran les... Ouais, ça a l'air de fonctionner. Je vous propose d'avoir un exposé d'abord en se posant la question de où nous en sommes. Ça a déjà été en partie évoqué, mais je vais un petit peu mettre à jour certains chiffres, notamment par rapport au précédent rapport du GIEC, et à nouveau vous dire, comme Wolfgang et d'autres, que ça change très rapidement, et donc il y a une véritable urgence à agir. Ensuite, un peu se demander pourquoi il a fait si chaud l'année dernière, à l'échelle du globe, à l'échelle de l'Europe, merci, et à l'échelle de la France. Je ne parlerai pas particulièrement des Pyrénées-Orientales. Hein. Je suis vraiment un modélisateur du climat à l'échelle globale. Et voilà. Et d'autres personnes seraient plus précises que moi sur les aspects beaucoup plus régionaux. J'aimerais évoquer la question qui a été très peu évoquée dans l'exposé de Guy Brasseur. Donc, il a parlé des incertitudes liées aux scénarios socio-économiques. Hein, et notre avenir nous appartient en grande mesure selon les actions que nous allons bien vouloir faire. Mais il y a malgré tout aussi une incertitude majeure concernant les incertitudes de modélisation. Et d'un modèle à l'autre, on peut avoir quand même des réponses tout à fait différentes, et parfois plus différentes entre deux modèles qu'entre deux scénarios d'émission. Le programme est peut-être un petit peu copieux, mais je voulais quand même donner une lueur d'espoir sur le fait qu'on pouvait un petit peu réduire ces incertitudes, et moi aussi plaider pour une approche plus interdisciplinaire du climat. Donc la figure de gauche illustre un peu, c'est un papier qui a été, je crois, publié la semaine dernière, c'est tout récent, et qui refait le point un petit peu par rapport au dernier rapport du GIEC sur l'évolution, par exemple, des émissions. Donc contrairement à ce qu'a dit Guy, les émissions n'augmentent plus si on compare par exemple la période 2010-2019 à la période 2013-2022, où on reste sur 53 gigatonnes. Donc on a quand même une petite lueur d'espoir sur la stabilisation des émissions, mais on sait qu'une partie de cette stabilisation est quand même venue d'un incident majeur qui est la crise sanitaire et le ralentissement économique qui en a été la conséquence. Et donc on voit malgré tout qu'il y a une espèce de rebond économique aujourd'hui qui laisse songeur. Vous voyez que les émissions des principaux gaz à effet de serre ont augmenté. Par exemple, le CO2 est passé de 410 ppm à 419, si je vois bien. Bon, je passe rapidement, mais vous voyez par exemple en bas que le changement de température, donc par rapport à la période pré-industrielle, typiquement 1850-1900, bon, il était de 1,1 degré lors de la R6, on est plutôt à 1,2 aujourd'hui, si je vois bien l'écran. Et sur continent, c'est encore pire, évidemment. Donc c'est un problème qui se poursuit. Et 2023 a même été une année qui a quand même surpris un petit peu les scientifiques eux-mêmes. Et là, ça devient plus intéressant. On a par exemple cet article du Washington Post dans lequel un célèbre chercheur, Gavin Schmidt, qui est vraiment un ponte aux États-Unis, qui travaille au GIS, a dit de manière assez inattendue et de manière assez humble qu'on n'avait pas forcément complètement compris pourquoi finalement, en 2023, on est allé chercher un record aussi haut par rapport au record précédent de température, hein, généralement attribué à l'année 2016, et l'année 2022 avait déjà été très chaude. Et donc on est en 2023, selon les données de l'ANOAA et puis ensuite les données européennes du programme Copernicus, on est à 1,5 degré de réchauffement par rapport typiquement à 1850-1900. Si on regarde un petit peu spatialement ce que ça donne, vous voyez que selon les données Copernicus, l'Europe a particulièrement été concernée par ce réchauffement. On voit aussi ici les anomalies annuelles de température hein, par rapport à une période de référence qui est 1991-2020. Et vous voyez aussi qu'il y a une trace de ce réchauffement dans le Pacifique tropical que je vais évoquer assez rapidement. Donc l'Europe, selon Copernicus, se réchauffe 2 fois plus vite en rythme hein, que le reste du globe et donc évidemment est très concernée par cette accélération du réchauffement global. Ah, je reviens en arrière, pardon. Si on zoome un petit peu sur l'été 2023, vous voyez ici les mois de juin, juillet, août, septembre. En fait, à l'échelle du territoire national, il y a eu juin, mais surtout septembre qui a été particulièrement chaud, vous vous en souvenez peut-être, l'année dernière. Et vous voyez en bas les changements, les anomalies de précipitation, et vous voyez que septembre a par ailleurs été sec. Mais en fait, en termes de précipitation, vous voyez que sur les mois d'été, on n'a pas eu un été particulièrement sec, malgré un été très chaud.
décidément. Donc, pour résumer, 2023, ça a été la deuxième année la plus chaude en France depuis qu'on mesure précisément les températures à l'échelle du territoire national, typiquement depuis 1900 ici, juste après 2022. Et encore une fois, si on regarde un petit peu par rapport aux normales quotidiennes de 91-2020, le trait central ici, lisse, vous voyez qu'il n'y a pas forcément eu des records spectaculaires de température à l'échelle quotidienne par rapport aux extrêmes déjà constatés. On sort rarement de la zone en grisée, mais par contre, quasiment tout au long de l'année, on a été au-dessus des normales, et en particulier, encore une fois, à l'automne. Et encore une fois, avec des précipitations qui ont été très déficitaires en hiver, mais pas forcément déficitaires, notamment à l'automne. Bon, vous voyez par contre que sur les PO, déficitaires en hiver, au printemps et à l'automne, l'été, bon, il ne pleut pas, donc il n'a pas plu, et c'était normal. On peut faire des études d'attribution. Là, c'est des collègues anglais qui se sont intéressés donc, à la température extrême annuelle constatée sur le Royaume-Uni et qui simulent avec une loi GEV la distribution de ces températures maximales quotidiennes en tenant compte uniquement des forçages naturels, donc sans influence de l'homme sur le système climatique, et ça donne l'espèce de gaussienne en bleu. Et puis en prenant en compte les forçages anthropiques, et donc notamment nos émissions de gaz à effet de serre, ça donne la gaussienne en orange. Et vous voyez que 2023 est incompatible avec un climat qui n'aurait pas été perturbé par l'homme. Vous voyez par ailleurs que 2023 n'est pas une année particulièrement exceptionnelle au vu du contexte actuel, donc la courbe orange. C'est-à-dire qu'en 2023, on aurait pu avoir une année encore beaucoup plus chaude sur le Royaume-Uni et sur la France, notamment si la France avait été particulièrement sèche. Ça aurait amplifié le réchauffement. Fort heureusement, il n'y avait pas de déficit hydrique majeur à l'échelle du territoire national, c'est différent sur les PO, au printemps. Donc pour résumer cette première partie, 2023, ça a bien été une année exceptionnelle à bien des égards, y compris à l'échelle globale, y compris sur l'Europe, et la deuxième année la plus chaude sur la France après 2022. Et pourtant, encore une fois, c'est loin d'être la pire des années que l'on aurait pu connaître dans le contexte actuel, et évidemment loin d'être la pire des années que l'on va connaître dans les décennies qui viennent. Donc pourquoi il a fait si chaud ? En fait, ça c'est une animation, mais là j'ai un PDF, donc on ne voit pas l'animation. Vous voyez qu'il y a des courbes, des régressions linéaires qui sont tracées ici en bleu, sur des périodes relativement courtes, typiquement de 15 ou 20 ans, où on voit que si on prend une année de départ relativement chaude, en fait, on ne voit aucune tendance sur 15 ou 20 ans en réchauffement. Mais cette variabilité interne du climat dissimule malgré tout un effet de réchauffement à long terme. Donc les climatologues savent bien qu'il ne faut pas vouloir surinterpréter une période courte particulière et qu'il est très important d'évaluer le changement climatique sur des horizons relativement longs. Cependant, les climato-sceptiques ont tendance à raisonner un peu différemment et avaient alerté à l'époque de la publication du 5e rapport du GIEC sur le fait que le globe ne se réchauffait plus vraiment entre 1998 et 2012, l'année précédant la parution du 5e rapport, et alors que les concentrations de gaz à effet de serre avaient continué à augmenter, et donc avaient dit ben, votre théorie elle ne tient pas. Bon, ce qui avait stimulé chez moi la production d'un papier pour expliquer pourquoi il y avait eu ce ralentissement dans le taux de réchauffement. Et en fait, comme d'autres collègues, j'avais pointé du doigt le rôle assez important du Pacifique tropical. Le Pacifique tropical, pendant ces 15 ans-là, n'a pas connu d'événement Niño majeur. Et un phénomène Niño, c'est un transfert de chaleur en subsurface dans l'océan, vers la surface de l'océan, puis vers l'atmosphère. Et donc, quand on n'a pas de phénomène El Niño, on continue à stocker plus que la normale de la chaleur dans l'océan Pacifique tropical. Alors, la différence par rapport à d'autres papiers publiés sur ce sujet, c'est que je disais à l'époque que ça n'expliquait pas tout malgré tout. Et la littérature qui a suivi a plutôt contribué à conforter mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs facteurs que je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui. Mais la même question se pose lorsque la planète se réchauffe fortement. Est-ce qu'un réchauffement plus fort que la normale, inattendu, peut s'expliquer par le phénomène El Niño? Et effectivement, pendant l'hiver 2022-2023, comme le montre ma loupe, on a eu, et donc en moyenne même sur l'année 2023, on a eu un Pacifique tropical plutôt chaud avec une signature de type événement El Niño, avec ce réchauffement marqué dans l'est du Pacifique tropical.
Donc la période du hiatus, là vous voyez un indice multivarié qui n'est pas uniquement basé sur les températures de surface de la mer, mais vous voyez un indice montrant des événements El Niño majeurs en rouge, par exemple l'événement 97-98, 2015-2016, et vous voyez que l'événement 2022-2023 est un phénomène El Niño, mais pas majeur par ailleurs. Et puis vous voyez la période de hiatus entre 98 et 2012, où effectivement, on voit qu'il n'y avait pas finalement d'événements Niño majeurs. Donc, contrairement à ce qu'a dit Annick Aznave ce matin, elle n'a pas complètement tort, mais le phénomène El Niño n'est pas une pure oscillation, ce n'est pas un phénomène purement cyclique. En fait, elle a dit qu'il revenait tous les 3 à 4 ans. Vous voyez que pendant le hiatus, qui a duré 15 ans, on n'a quasiment pas eu d'événements Niño importants. Et en fait, la régularité n'est pas si importante que ça. Alors, ce que les études statistiques montrent de longue date, mais ici un papier plus récent de Lee et al. Publié en 2023, c'est que quand on a un événement ENSO, donc il s'appelle El Niño justement parce qu'il a lieu au moment de la nativité, donc en hiver, eh bien ce n'est pas l'année finalement où il apparaît à l'automne qui est particulièrement chaude à l'échelle du globe, c'est l'année qui suit l'événement, ce sont les années en rouge, ici, hein, sur la série temporelle de température. Et puis mon collègue Constantin va vous parler un petit peu des effets régionaux de ces événements-là. Bon, des études basées ici, par exemple, sur des composites hein, d'événements El Niño depuis 1880, mais s'arrêtant ici en 2003, donc ratant quelques événements récents, montrent qu'il y a quelques téléconnexions, c'est-à-dire des liens statistiques. Par exemple, en hiver, vous voyez ce dipôle de température avec quand même le sud de l'Europe plus chaud que la normale lors d'un événement El Niño. Mais ces relations statistiques sont relativement faibles et autant le phénomène ENSO est majeur pour comprendre la variabilité du climat en Amérique du Nord ou dans certaines régions tropicales, notamment les régions de mousson, autant sur l'Europe, il a un effet plus ténu. Alors certains, comme Hausfaser et al., ont cherché à regarder la série temporelle de moyenne globale de température du globe. On retrouve donc l'augmentation des températures depuis 1970 en moyenne globale, avec, selon lui, une rupture quand même dans la pente et une accélération du réchauffement, mot qu'on n'a pas pu utiliser dans le 6e rapport du GIEC. On s'est un petit peu battu, certains, mais les collègues statisticiens les plus pointus, notamment Nathan Gillett, pour ne pas le nommer, ont dit on ne peut pas montrer une différence significative de pente dans l'évolution de la température, donc d'un point de vue purement statistique, il est trop tôt pour le dire. Alors qu'on avait déjà une accélération, et ça a été dit, du niveau océanique global, qui pour moi est un bien meilleur thermomètre, si je puis dire, du changement climatique. Parce qu'il intègre à la fois l'effet réchauffement global et donc dilatation des eaux, mais aussi, comme l'a dit Annie, l'effet fonte des glaciers, également lié donc au réchauffement, et qui viennent augmenter le niveau de la mer de manière très importante aussi. Donc s'il y a un indicateur qui est très bon pour voir un petit peu une modulation du rythme du changement climatique, c'est bien le niveau de la mer. Bon, peu importe, aujourd'hui on constate un peu après la R6 qu'il y a probablement également accélération, et que cette accélération n'est pas nécessairement un artefact dû à la variabilité interne, puisque quand on essaie de sortir de cette série temporelle des températures annuelles en moyenne globale l'effet de la variabilité interne et notamment de l'ENSO, on arrive à cette courbe, et vous voyez, le changement est assez ténu en fait. Donc vous voyez que par exemple, il y a un pic de réchauffement en 2016, je crois, hein, deuxième année la plus chaude sur cette série, qui est fortement lié à un événement 2015-2016 ENSO majeur. Donc quand on retire l'effet ENSO, ce pic 2016 disparaît, mais le pic 2023, encore une fois, l'ENSO était plus faible, lui ne disparaît pas, et vous voyez que l'accélération du réchauffement ne disparaît pas. Et donc on a de bonnes raisons de penser qu'on est en train d'assister à une accélération du réchauffement, et c'est tout à fait cohérent avec notre compréhension du changement climatique et des causes de ce changement. Alors malgré tout, une autre raison pour laquelle il est compliqué de voir la part du renforcement de l'effet de serre dans le réchauffement observé, c'est qu'il y a un autre acteur majeur au XXe siècle, et qui agit toujours, ce sont les aérosols anthropiques, cette fameuse pollution atmosphérique dont on a parlé, ces particules fines qui réfléchissent en majorité une partie du rayonnement solaire incident. Donc vous avez ici une étude également assez récente, de 2022, qui montre en noir l'évolution des températures observées, qui montre en bleu, à partir de mesures in situ, l'évolution du rayonnement solaire reçu incident à la surface des continents. Bon, les mesures in situ ne sont pas forcément très nombreuses et très fiables au début du XXe siècle, mais à partir d'un moment, vous voyez qu'on a en bleu hein, la courbe qui chute,
C'est-à-dire on reçoit de moins en moins de rayonnement solaire, et ça, c'est parce qu'on pollue de plus en plus l'atmosphère. Donc on émet de plus en plus d'aérosols, on s'industrialise, et on ne fait pas attention à nos émissions d'aérosols, et donc, quelque part, on a un effet refroidissant qui est lié à cette augmentation de la pollution et diminution du rayonnement solaire incident. Et puis vous voyez à partir du milieu des années 80, ce pointillé gris que j'ai indiqué, que la courbe en bleu a tendance à stopper, voire à repartir dans l'autre sens. Et ça, c'est l'effet assez net des efforts quand même de dépollution qu'ont conduit les pays industrialisés du Nord, en premier lieu l'Europe et l'Amérique du Nord, même si d'autres pays continuent à avoir des émissions d'aérosols importantes, notamment dans le sud de l'Asie. Ces données in situ sont confortées par des données de réanalyse ERA5 en rouge, c'est un peu l'état de l'art en termes de réanalyse atmosphérique, c'est-à-dire de combinaison d'observation et de prévision du temps, pour décrire à un instant T l'état de l'atmosphère au mieux. Et vous voyez que les réanalyses en rouge sont assez cohérentes avec les observations in situ, avec une décrue puis une remontée. Donc en anglais, on dit qu'on est passé d'une période de global dimming à une période de global brightening, c'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître que c'est très important de dépolluer l'atmosphère pour des raisons sanitaires, mais que ce faisant, on renforce encore le rythme du réchauffement lié à l'accroissement de l'effet de serre. Donc il y a un petit prix à payer, mais cette dépollution, de toute façon, il faut la faire. Bon, je passe sur ce papier qui dit grosso modo la même chose, pour dire que par ailleurs, il n'est pas exclu que la sensibilité des modèles à la fois aux aérosols, mais aussi et surtout, c'est ça qui nous intéresse à long terme, aux gaz à effet de serre, soit parfaite. Elle est dépendante des modèles. Donc, l'année dernière, je vous avais peut-être parlé d'une étude de mon collègue Aurélien qui était sur le réchauffement à l'échelle globale et qui avait été citée dans le rapport du GIEC et qui conduisait à dire, attention, les modèles CMIP6 de dernière génération qui réchauffent le plus, sur la période historique, ils réchauffent plus que les observations, et donc on pense qu'en fait, ils réchauffent trop dans le futur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait donc se dire, ils ont réchauffé trop dans le futur à l'échelle globale, et ils réchauffent probablement trop sur la France. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On voit ici donc les observations de Météo France en noir. On a les anomalies de température observées depuis 1900, je crois, voilà, jusqu'à typiquement 2022. Chaque point noir représente une anomalie annuelle. Et donc, ce sont les mêmes points noirs sur les 4 graphiques. Et puis, vous reconnaissez peut-être la nomenclature utilisée par Guy Brasseur pour nommer différents scénarios d'émission, du plus optimiste à gauche au plus pessimiste à droite. Avec, sur le scénario de droite, il l'a dit, hein, l'équivalent de 1000 ppm de CO2 à la fin du XXIe siècle. Et vous avez donc en rose l'éventail de la réponse des modèles au forçage. C'est-à-dire que là, on ne parle plus d'ENSO, on isole la réponse au forçage. On oublie la variabilité interne. C'est pourquoi, en fait, quand on isole la réponse au forçage, les observations semblent, notamment au début, très bruitées par rapport à la réponse des modèles, parce que les observations, elles contiennent la variabilité interne. C'est normal qu'elles sortent de la plage de la réponse forcée des modèles. Cette réponse forcée, oui, elle est tracée ici par rapport à la période de référence 1900-1930, c'est-à-dire une période pour laquelle on commence à avoir des observations. Donc on est à 0 en 1900-1930, et puis on voit le réchauffement plus ou moins important selon le scénario considéré. Donc vous savez que Christophe Béchu, notre ministre, a dit qu'il fallait désormais sortir de déni et s'adapter au pire des scénarios, à savoir un réchauffement de 4 degrés sur la France. Donc vous voyez 4 degrés sur la France. Alors si on prend le modèle le plus probable, encore une fois, disons, la réponse la plus probable, pardon, c'est-à-dire la moyenne d'ensemble, typiquement, et on oublie pour l'instant hein, le rouge foncé et la courbe en brun, on regarde la courbe solide en rouge, c'est la moyenne donc, de la réponse des modèles CMIP6. Donc vous voyez qu'effectivement, avec un scénario SSP1, on est bien en deçà de 4 degrés, et que par contre, dès le scénario médian SSP2 4.5, on est quasiment à 4 degrés en moyenne multimodèle. Donc il y a encore 2 autres scénarios derrière où on est au-delà en moyenne multimodèle. Donc autant vous dire qu'on ne se prépare toujours pas au pire des scénarios. C'est déjà bien de se préparer à 4 degrés, mais ce n'est pas le pire des scénarios. Deuxième chose, il y a un grand éventail d'incertitudes autour de cette réponse moyenne. Donc c'est ce que montrent ici les plages de couleurs, c'est l'intervalle de confiance 5,95%. Et grâce à une méthode statistique bayésienne, on peut utiliser l'enregistrement des températures observées, donc le réchauffement historique sur la France, et aussi le réchauffement global observé, pour avoir une double contrainte sur la crédibilité des modèles, et dire que la réponse la plus probable en futur, c'est non pas celle qui est
dans l'intervalle rose, mais dans l'intervalle rouge, avec une moyenne d'ensemble, cette fois-ci, qui est un trait plus foncé en brun. Donc vous voyez qu'on a malgré tout pas mal de modèles CMIP6 qui semblent sous-estimer le réchauffement sur la France, alors même qu'ils étaient supposés surestimer le réchauffement global, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et c'est quelque chose dont nos dirigeants vont devoir prendre compte de plus en plus. Et dans le cadre des activités de service climatique de Météo France, DRIAS, nous essayons aujourd'hui d'injecter ce genre d'informations sur le réchauffement déjà observé pour mieux contraindre les scénarios du futur. Robert Votard, avant de prendre la présidence du premier groupe du GIEC, a aussi publié un papier intéressant sur le fait que les modèles semblaient sous-estimer, non seulement sur la France, le réchauffement moyen, tel que ça a été montré par ce papier avec Aurélien Ribes et dont je suis co-auteur, mais aussi les extrêmes de température, les vagues de chaleur. Et donc ici, on a par exemple une tendance sur les maximums de température annuelle, si ma mémoire est bonne, et vous voyez des tendances très fortes sur la France, à gauche, et dans la vignette du milieu, en fait, on a cherché à isoler la contribution de la circulation atmosphérique à ces tendances. C'est-à-dire que typiquement, on dit que ce soit des changements de température ou de précipitation, il y a des effets dynamiques de grande échelle et des effets plus thermodynamiques. Là, on essaie d'isoler la contribution de la circulation de grande échelle, et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a eu des changements de circulation qui ont conduit à des situations météorologiques plus favorables aux extrêmes de température. La question à laquelle le papier ne répond pas, c'est est-ce que ces changements de circulation sont liés à la variabilité interne du climat et n'ont pas vocation à persister, ou est-ce qu'ils font partie intégrante du changement climatique? Donc ça, c'est une question importante. Moi-même, je travaille sur ce sujet, et par exemple, ici à gauche, je regarde des tendances sur la température estivale de juin à août, entre 1979 et 2022. Donc, on a les observations, donc c'est une projection stéréopolaire, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, donc on ne voit que l'hémisphère nord, au nord de 20 degrés nord. Et dans le cadre isolé en vert, en fait, on a une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Donc vous voyez qu'on a un fort réchauffement sur l'Europe de l'Ouest, hein, dans les observations, ou du moins dans les réanalyses ERA5, que lorsque je fais tourner un modèle de climat qui n'est plus libre d'interagir avec l'océan, mais qui est forcé non seulement par les émissions de gaz à effet de serre, du moins les concentrations de gaz à effet de serre observées, mais aussi les températures de surface de la mer observées, donc qui est plus contraint qu'un modèle libre couplé océan-atmosphère, vous voyez qu'on a un pattern de réchauffement qui n'est pas parfaitement cohérent avec le pattern observé, même si on a un réchauffement assez marqué aussi sur l'Europe de l'Ouest. Et dans la simulation en bas à gauche, même, je rejoue les mêmes simulations, forçage radiatif observé, température de surface de la mer observée, mais j'impose en plus à la circulation atmosphérique de suivre les vents de la réanalyse ERA5 qui est en haut. Et donc vous voyez qu'en imposant par ailleurs la circulation atmosphérique de grande échelle, alors là, on a un réchauffement beaucoup plus cohérent avec les observations. Donc c'est une autre façon de montrer que la circulation a contribué au réchauffement plus marqué sur l'Europe par rapport au reste du globe sur cette période 79-2022. Alors, il manque deux vignettes à droite. L'une, ça montre par exemple les vents méridiens. Et on montre qu'effectivement, cette bulle de chaleur additionnelle qu'on a... donc là, oui, en bas à droite, c'est la différence, c'est-à-dire c'est l'effet de la circulation. Hein. Donc ce réchauffement additionnel qu'on a sur l'Europe en bas à droite, il est lié à un flux de sud au sud de l'Europe. Donc on a une anomalie de sud qui permet de comprendre qu'effectivement, on a plutôt de l'air plus chaud que la normale. Mais je pourrais aussi vous montrer des cartes de changement d'humidité à la surface des continents, et c'est associé aussi à un assèchement régional plus marqué que sur le reste du globe. Donc l'assèchement, c'est un point important aussi pour amplifier le réchauffement. Et je pense que ici, vous êtes assez concernés par cette question. Donc en résumé, le réchauffement particulièrement marqué qu'on a connu en 2023, il reste à certains égards inexpliqué. Il est lié en partie à des phénomènes liés à la variabilité interne du climat, un peu l'ENSO, mais pas tant que ça. Peut-être un petit peu aussi ce qui s'est passé dans l'Atlantique Nord, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais il n'est pas exclu qu'il y ait aussi un manque de sensibilité des modèles à certains forçages, soit finalement à l'effet réchauffant de la décrue de la pollution atmosphérique, soit, et ce serait plus inquiétant parce qu'à long terme les implications sont encore plus importantes, soit à l'augmentation du CO2 lui-même et des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc je conclus que ces résultats doivent nous appeler à une certaine humilité, à plus d'attention aux trajectoires climatiques à faible probabilité mais à fort impact. Et encore une fois, je pense qu'il faut sortir
des exposés, même si l'exposé était très pédagogique de Guy, il faut aller au-delà de la moyenne de tous les modèles. Il y a une information très riche à exploiter et l'incertitude fait partie intégrante de la connaissance. J'avais essayé de vous en convaincre l'année dernière, donc ceux qui sont vraiment intéressés par ça, revisionnez mon exposé. Alors, pourquoi contraindre la réponse des modèles? Par exemple, ici, on distingue les incertitudes sur le réchauffement selon 3 horizons temporels, court, moyen et long terme. Le long terme, hein, c'est 2085-2094. Donc c'est issu d'un papier de mon collègue américain Lehner, Flavio Lehner. Et à gauche, ce sont les modèles CMIP 5, à droite, les modèles CMIP 6 de nouvelle génération. Et ces incertitudes, selon 3 horizons, sont décomposées selon 3 sources. La variabilité interne du climat, donc j'espère que vous avez compris un peu ce que c'est. Le choix du modèle de climat, donc c'est l'incertitude de modélisation au milieu, et le choix des scénarios, ces fameux scénarios qu'on appelait RCP, qu'on appelle aujourd'hui SSP, donc qui correspondent à différentes trajectoires socio-économiques et à différents niveaux de concentration de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, on va se focaliser sur le moyen terme, hein, le milieu du XXIe siècle. La variabilité interne en moyenne globale dans les modèles CMIP 5, c'était 10% de l'incertitude totale. Les scénarios, c'était 65%. Et les incertitudes de modélisation, 26%. Et les modélisateurs du climat sont très fiers d'eux, mais le résultat, c'est que dans CMIP 6, c'est l'inverse. On reste sur une variabilité interne qui joue un rôle mineur à cet horizon-là, plus important à court terme, mais vous voyez que ce sont les modèles de climat maintenant qui expliquent 65% de la variance. Et donc, le rôle un petit peu aujourd'hui des modélisateurs, c'est de dire, attendez, c'est bien. L'incertitude, ce n'est pas une mauvaise chose. Certes, mais c'est comme la chasse, hein, il y a des bons et des mauvais chasseurs. Des incertitudes, il y en a probablement des bonnes et des mauvaises. Et je pense qu'il y a un vrai travail pour chasser les mauvaises incertitudes. Il y a tout un, alors là, on pourrait avoir un long débat, mais il y a toute une évaluation du système de recherche qui conduit à aller très vite, à innover, et de faire l'évaluation après avoir publié. Et donc, il n'y a pas de ticket d'entrée très exigeant en matière, par exemple, de capacité à reproduire le réchauffement observé sur le XXe siècle pour les modèles qui participent aux exercices CMIP et qui servent de support aux évaluations du GIEC, et ça devient problématique. Alors les modèles sont plus complexes, ils ont plus de degrés de liberté, donc on peut comprendre, et je peux déjà vous annoncer que pour CMIP 7, ça n'ira pas mieux, parce qu'on va non plus fonctionner en concentration, on va fonctionner en émission. Donc il va y avoir une incertitude de plus, c'est comment on passe des émissions de gaz à effet de serre aux concentrations, et vous verrez que chaque modèle a un niveau de concentration qui est différent. Là, tous les modèles ont les mêmes concentrations. Je pense que c'est très important de fonctionner en émission. Parce qu'effectivement, si on veut évaluer les politiques d'atténuation qui sont proposées, on est obligé de passer par là. Mais je pense qu'il est très important aussi d'être très humble et de dire que nos modèles, dans l'état actuel qu'ils sont, eh ben, ils ne permettent pas forcément d'avoir un diagnostic très sûr sur finalement la faisabilité de 2 scénarios en termes de concentration donnée. En tout cas, ça nous met au défi d'améliorer encore nos modèles et on fait de plus en plus compliqué, mais parfois en laissant de côté des problèmes qui restent irrésolus pendant très longtemps. Sur les précipitations, c'est encore pire que sur les températures. C'est sur les modèles CMIP 6, ça n'a pas beaucoup changé. En fait, vous vous placez à l'horizon 2050 ou fin du siècle, vous voyez, c'est 77-78%, donc plus des 2/3 de l'incertitude sur ce qui va se passer dans le futur. En moyenne globale, c'est lié au choix des modèles, et vous voyez que c'est également vrai dans pas mal de régions. Vous voyez une région où il y a un petit peu moins de rouge, hein, c'est malheureusement la Méditerranée, malheureusement ou heureusement, c'est-à-dire que vous savez un peu plus que les autres à quoi vous attendre quand on vit au sud de l'Europe, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir moins de précipitations. Et il y a un assèchement que reproduit quasiment l'intégralité des modèles de climat si on ne fait rien pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Une autre façon d'illustrer cette incertitude, c'est de cartographier les changements d'humidité relative au-dessus des surfaces continentales ou océaniques, ici, c'est-à-dire typiquement à 2 mètres. Et on voit qu'en moyenne multimodèle, à gauche, les océans s'humidifient très légèrement au sens humidité relative, mais que pas mal de régions continentales s'assèchent. En moyenne annuelle, ici, et à l'horizon fin de siècle, dans un scénario qui est ici un scénario pessimiste, hein, selon la nomenclature de Guy, donc SSP 5. Et donc vous voyez que il n'y a pas seulement la Méditerranée, mais par exemple l'Amazonie, très inquiétant. Quel est l'impact de cet assèchement pour la forêt amazonienne, hein? Guy a évoqué la possibilité d'un tipping point.
vous allez voir que c'est inquiétant parce que à droite, vous avez l'écart type. L'écart type sur cet assèchement. Et donc, vous voyez que l'écart type est énorme sur l'Amazonie, par exemple. Beaucoup plus que sur le sud de l'Europe, où l'assèchement est robuste et un peu prévu dans tous les modèles. Donc, sur l'Amazonie, on sait qu'il va y avoir un assèchement, mais en fait, on ne sait pas du tout de quelle ampleur. Donc, il nous faut contraindre les projections. La manière dont on a travaillé très longtemps, c'est on a fait de l'évaluation de nos modèles et on était très content parce qu'on arrivait plus ou moins bien à reproduire le climat actuel. La question, c'est est-ce que reproduire correctement le climat actuel est une condition suffisante pour prétendre anticiper le climat du futur? La réponse est en partie non. Et c'est pourquoi d'autres solutions ont été proposées, des solutions plus en aval, l'amélioration des modèles étant quelque chose de très coûteux et long, c'est d'essayer de trouver des relations justement entre les imperfections des modèles en climat présent et leur réponse en climat futur. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les contraintes émergentes. Typiquement, le type de contrainte émergente qu'on peut voir, c'est qu'en hiver, sur l'Europe, les modèles qui sont trop froids en hiver ont tendance à réchauffer plus que les autres. L'interprétation possible, c'est que ces modèles, comme ils sont trop froids, ils ont un biais de neige. Ils ont une couverture neigeuse en hiver trop importante. Le réchauffement va faire fondre cette neige. Mais l'énergie qui est utilisée pour fondre la neige n'est pas utilisée pour réchauffer la surface. Donc les modèles qui ont trop de neige, qui sont trop froids... non, pardon, oui, je dis une bêtise. C'est justement le fait que la neige disparaît et que la neige est une rétroaction positive, excusez-moi. Donc ils ont plus de neige au départ, donc ils réfléchissent plus de rayonnement solaire incident. Le fait que cette couverture neigeuse, quoi qu'il arrive, dans un scénario à forte émission, disparaisse, va faire que la rétroaction positive de la neige est plus importante dans les modèles qui ont plus de neige en état moyen actuel. Et donc les modèles qui étaient trop froids ont une rétroaction de la neige plus forte et réchauffent plus en climat futur. En été, c'est les modèles qui sont plus chauds, qui sont biaisés chauds, qui réchauffent plus en futur. Pourquoi? Parce que souvent, s'ils sont biaisés chauds, ils sont biaisés secs. Et un modèle qui est sec va chauffer plus qu'un modèle qui est humide parce qu'on va avoir plutôt de la chaleur sensible que de la chaleur latente. Bon, c'est un peu de la physique avec les mains, je ne sais pas si tout le monde me suit. Donc voilà, il y a la possibilité de contraindre les modèles en amont en essayant de les améliorer, notamment à leur capacité à reproduire au mieux l'état moyen contemporain. En aval, en essayant d'utiliser ces relations émergentes, mais souvent c'est basé sur de simples régressions linéaires. Et on s'est aperçu qu'une contrainte émergente qui marchait bien pour une génération de modèles, typiquement 30 modèles, ne marchait pas forcément si bien sur la génération suivante, surtout si on n'avait pas compris le mécanisme physique qui sous-tend cette relation empirique. Donc avec Aurélien Ribes, au CNREB, on a développé une méthode un petit peu différente qui utilise toute l'information disponible temporellement, je l'ai illustré sur le cas du réchauffement sur la France, pour essayer via des statistiques bayésiennes de prévoir le futur conditionnellement à ce qui s'est passé récemment. Donc j'ai appliqué la même méthode qui avait été appliquée pour le réchauffement sur la France à l'assèchement sur les continents, ici d'abord en échelle globale. Et donc je montre l'assèchement observé sur chacun des panels, c'est le même, simplement l'assèchement observé dans le panel de gauche n'est pas utilisé pour la contrainte. Pour la contrainte, j'utilise uniquement le réchauffement global observé, dans un premier temps. Donc quand j'utilise le réchauffement global observé pour contraindre les projections qui, en moyenne, simulent plutôt un assèchement, vous voyez que j'ai un assèchement moins marqué. Je tire la distribution vers le haut. La distribution enfoncée, c'est la... enfoncée, en deux mots, enfoncée, en rouge, c'est la distribution après contrainte, d'accord, par rapport à celle qui est pâle avant contrainte. Quand je contrains, cette fois-ci, via les observations qui sont maintenant montrées en noir, d'humidité relative, je tire la distribution vers le bas. Donc ça, c'est très important, parce que le GIEC communique beaucoup sur les niveaux de réchauffement global qui sont compatibles pour la durabilité de la vie sur Terre. Mais vous voyez que le niveau de réchauffement global ne dit pas tout. Et en fait, contraindre le réchauffement via le réchauffement observé, ou contraindre l'humidification ou l'assèchement ici via le réchauffement observé, conduit à un résultat très différent de l'utilisation des observations d'humidité. Donc, a priori, autant utiliser le maximum d'informations possibles, c'est ce qu'on fait à droite. On utilise à la fois le réchauffement historique global et l'assèchement historique observé depuis 1973 seulement, on n'a pas des observations sur une période plus longue, et vous voyez que cette fois-ci, on ne change plus trop la moyenne, mais on réduit l'intervalle, et par exemple, on écarte la possibilité d'une humidification à l'échelle globale. Alors évidemment, si on regarde les choses, par exemple, en été, aux moyennes latitudes, je crois que c'est le cas ici, donc c'est juin, juillet, août, septembre, on a un assèchement encore plus marqué, et vous voyez que même après contrainte par à la fois le réchauffement observé et l'assèchement observé, on tire encore vers le bas la distribution. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand on raisonne sur la moyenne d'ensemble des modèles,
il y a bien des chances qu'on ne soit pas sur la meilleure estimation possible de ce qui va se passer dans le futur. Ce qu'on comprend maintenant, c'est que tous les modèles ne se valent pas, que certains modèles sont plus réalistes que d'autres, mais malheureusement, on n'a pas toujours la clé pour comprendre en quoi, régionalement ou sur telle ou telle variable, un modèle peut être plus crédible qu'un autre. Ce qu'on sait, c'est qu'intellectuellement, c'est très paresseux de faire une moyenne d'ensemble sur toutes ces réalisations. Alors les implications de ça, si je regarde les 10 modèles qui ont l'assèchement le plus réaliste à l'échelle du globe sur la période récente, comment ils se comparent à tous les modèles CMIP6? Alors vous voyez, par définition, ils assèchent plus à gauche, c'est-à-dire on voit là un petit peu où géographiquement ils s'assèchent plus par rapport aux autres modèles. Donc a priori, ces modèles sont plus crédibles et montrent par exemple un assèchement plus marqué sur l'Amazonie. Encore une fois, ça fait écho un petit peu à ce tipping point qui a été évoqué plusieurs fois. Mais vous voyez qu'au-delà du fait qu'évidemment on a un assèchement supplémentaire, vous avez aussi, et notamment sur les régions qui s'assèchent plus, un réchauffement supplémentaire. Ce qui relativise un petit peu aussi la conclusion qu'a eu le GIEC de dire les modèles qui se réchauffent le plus réchauffent trop, certes, mais moi je dis, au vu des contraintes qu'on peut faire sur la base de l'humidité relative en plus des températures, les modèles médians ou le modèle moyen ne réchauffent pas assez. Parce que ceux qui ont un assèchement réaliste réchauffent plus que la moyenne. Donc probablement, certains modèles chauffent trop, mais attention, la moyenne d'ensemble n'est pas forcément la plus crédible. Bon, je passe sur d'autres applications de KCC. Je pense que vous aurez accès à la planche, vous pourrez regarder que j'ai essayé d'utiliser cette méthode aussi pour avoir des applications plus régionales. Et je passe rapidement sur la conclusion. Je pense que j'ai été clair, hein. Certains changements peuvent être systématiquement sous-estimés. Alors je ne suis pas ici pour ruiner la réputation du GIEC, loin de là, mais simplement pour dire que la science du climat, c'est en grande partie encore de la recherche, que si vous lisez attentivement le rapport du GIEC, on donne des fourchettes, on donne des niveaux de confiance, que malheureusement, des fois, cette information disparaît au moment du résumé à l'intention des décideurs, que je n'ai pas forcément la clé pour écrire des choses intelligibles et intelligentes, et que ce n'est pas forcément simple de faire passer des messages, mais le message simple à faire passer, c'est prudence. Prudence parce que, en fait, on sait beaucoup de choses, mais il y a encore pas mal de choses qu'on ne sait pas. Je pense que les tipping points qui ont été évoqués par Guy Brasseur et aussi par Wolfgang en font partie. Et donc, il n'y a pas symétrie entre une incertitude qui pourrait conduire à une issue plus favorable et une incertitude qui pourrait conduire à une issue plus défavorable. Il n'y a pas de symétrie du point de vue des impacts sur nos sociétés et sur les écosystèmes. Donc je ne dis pas qu'il faut aller à zéro risque, mais je dis qu'il y a un principe de responsabilité qui demande d'accorder une attention particulière aux scénarios défavorables et qu'on est loin d'y arriver. Alors, la manière dont on va y arriver, ou dont on espère y arriver, c'est en luttant sur 3 fronts. Le mot sobriété a été utilisé par Wolfgang, et je suis tout à fait d'accord avec ça, et ça fait partie des stratégies d'atténuation de bon sens. Arrêter de gaspiller, utiliser de l'énergie à bon escient. Après, donc, ça ne suffit dans aucun des scénarios envisagés par le GIEC. Les scénarios envisagés par le GIEC, qui potentiellement sont compatibles avec l'accord de Paris, sont des scénarios qui utilisent beaucoup de méthodes de séquestration du carbone, soit dans les océans, en activant la pompe chimique ou biologique, soit et plutôt à la surface des continents, soit dans les sols, soit dans la végétation. Et puis, donc, Wolfgang a posé la question de la gestion du rayonnement solaire à Guy Brasseur, et une grande majorité de chercheurs sont très défavorables à cette option. Alors, la géo-ingénierie, c'est modifier délibérément le climat. Émettre des gaz à effet de serre, aujourd'hui, je pense que c'est de la géo-ingénierie. Hein. On sait ce qu'on fait maintenant. Hein. Donc, de toute façon, on en fait déjà. Bon, la question, c'est est-ce qu'on veut varier un petit peu les plaisirs? Bon, donc c'est un peu différent, le problème est un peu différent, et moi, j'ai juste encadré une thèse sur ce sujet, montrant les effets indésirables de cette géo-ingénierie. Un des effets très indésirables aussi, qui n'a pas été mentionné par Guy, c'est la gouvernance au niveau international de ça. Parce que si un jour on arrêtait d'injecter des précurseurs d'aérosols dans la stratosphère, on se prendrait un effet rebond, réchauffement instantané, qui serait catastrophique. Donc vous voyez un peu le risque. Les gaz à effet de serre, pour notre grand malheur, ils restent très longtemps dans l'atmosphère. Les aérosols, si on n'en injecte pas régulièrement, eh bien, ils disparaissent assez rapidement. Plus lentement, évidemment, dans la stratosphère, parce qu'il n'y a pas de précipitation dans la stratosphère, et donc il y a essentiellement le dépôt sec
qui vient éliminer les aérosols, alors que dans la stratosphère, et vous le voyez après la pluie, ben, le ciel est clair après la pluie parce que la pluie a lessivé les aérosols. Alors, ce que l'on sait, hein, c'est que le réchauffement est proportionnel aux émissions cumulées. Donc j'ai oublié d'évoquer sur la première slide un des résultats là, du dernier papier qui vient de sortir la semaine dernière. Dans l'AR6, on disait qu'à peu près, on avait 500 gigatonnes de carbone qu'on pouvait encore émettre pour se donner une chance sur 2 de limiter le réchauffement à 1,5. Dans la dernière évaluation, donc juste quelques années plus tard, c'est 200. Voilà. Bon, donc comme Guy ou comme d'autres, je pense qu'on va aller au-delà de 1,5. Je pense que ce n'est pas la fin du monde, mais je pense qu'aussi ça doit nous montrer à quel point on a sous-estimé certaines des difficultés qu'on allait rencontrer. Et parmi les tipping points, je fais une petite parenthèse, je pense que les tipping points humains sont tout aussi importants que les tipping points géophysiques. C'est pour ça aussi que j'appelle à la pluridisciplinarité. Ce qui se passe actuellement en Europe, ce qui risque de se passer aux États-Unis, évidemment, ça va être un problème majeur pour régler le problème. Alors, il y a quand même autre chose, c'est que les scientifiques eux-mêmes sont tellement attirés par l'idée de régler le problème, c'est légitime. J'avoue que moi, je bosse sur le problème et c'est lourd. Hein. Donc, des fois, j'aimerais bosser sur les solutions et j'aimerais dire aux gens qui proposent des solutions, les gars, c'est super, ça va marcher. Sauf que malheureusement, l'expérience me montre que certaines des solutions proposées sont surestimées. Alors, un exemple flagrant, c'est ce papier de 2019, publié dans Science, rien de moins que ça, de mon collègue Jean-François Bastin, qui estime à 205 gigatonnes le potentiel de carbone qu'on pourrait séquestrer dans le couvert végétal si on remplaçait, alors, est-ce que c'est écrit texto, là, il parle de 4,4 milliards d'hectares hein, qu'on pourrait reforester. Alors, publié dans Science, erreur, par exemple, qu'a fait cette personne, sur ces 205 gigatonnes, il a oublié de retirer le carbone qui est déjà présent dans le couvert végétal qui existe dans ces régions-là. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait dit, bah, j'afforeste un tarmac d'aéroport. Voilà. Or, là où il va mettre des arbres, il y a déjà de la végétation. Bon, c'est un exemple quand même qui montre aussi à quel point, si on est fasciné par les solutions, on peut s'égarer. C'est incroyable que ça puisse être publié dans Science, et il y a eu 4 comments dans Science pour dire que c'était du grand n'importe quoi, dont un papier de mon collègue Pierre Friedrichstein, qui dit que, vous voyez, bon, il conclut là, however, this estimate and its implications for climate mitigation are inconsistent with the dynamics of the global carbon cycle and its response to... Bon, il dit que ça ne va pas le faire, quoi. Alors, j'ai un collègue ici qui m'a mentionné le papier de Makarieva, que vous voyez en haut aussi, là aussi qui, à l'INRA, chez les ingénieurs de la foresterie, a un papier qui a eu énormément d'impact sur le fait qu'il y a un mécanisme que tous les climatologues ne connaissent pas, qu'aucun modèle ne représente, qui est le phénomène de la pompe biotique. Selon Makarieva et Gorchov, en fait, quand on a une forêt, notamment une forêt tropicale, en fait, il se passe donc de l'évapotranspiration au-dessus de la forêt, et ça déclenche de la convection. Et cette convection atmosphérique, donc la montée des masses d'air et leur condensation dans la haute troposphère, eh bien, elle a 2 effets. Elle libère de la chaleur latente, et ce faisant, elle a plutôt tendance à augmenter la pression locale. Mais, dit Makarieva, il y a un effet plus important, c'est que la condensation et finalement la précipitation de la vapeur d'eau crée un vide, et donc ça crée une dépression locale. Et selon elle, cet effet dépression est plus important que l'effet libération de chaleur latente. Bon, si vous avez un doute sur le fait que personne ne s'était rendu compte de ça et que tous les modèles sont faux, vous pouvez lire cette étude récente de Max Bouman qui démontre par A plus B que cette hypothèse est quand même très audacieuse et qu'a priori, les ordres de grandeur qu'elle invoque, et notamment sur l'effet possible d'une afforestation pour restaurer de fortes précipitations, est totalement fallacieuse. Donc, en fait, l'année dernière, on a eu tout un débat à l'issue de l'exposé de Denis Lousteau, je ne sais pas si vous vous souvenez, des rats là-dessus. J'avais proposé à Denis d'écrire une publication ensemble pour essayer de faire une synthèse biblio sur le sujet. Il ne m'a pas répondu, je le regrette. Je l'ai fait tout seul et le papier est pas encore accepté, mais presque accepté par un des reviewers et un autre me demande une amélioration sur la forme. Mais ce n'est pas du tout des travaux personnels, c'est une méta-analyse de 165 publiés. Et je commence par exemple par dire, bon, afforestation, il n'y a pas beaucoup de travaux en études numériques, mais par exemple, il y a une intercomparaison
de modèles CMIP6 sur une déforestation assez massive. Donc, dans ces modèles, dont le modèle de Météo France au milieu, les zones déforestées sont entourées d'un trait noir. D'accord ? Et ce sont les changements de précipitation liés à cette déforestation par rapport à un scénario d'évolution de gaz à effet de serre donné qui est, je crois, un scénario médian. Vous voyez l'effet additif de la déforestation. Donc vous voyez, c'est une déforestation massive. Hein. Là, on déforeste toutes les forêts boréales, toutes les forêts tropicales. Donc vous avez des modèles, comme par exemple le modèle du Max Planck, en haut, à gauche, où vous voyez quand même sur les forêts tropicales, effectivement, le fait de déforester, bah, ça diminue quand même sensiblement les précipitations. Mais vous voyez que sur les forêts des moyennes latitudes, cherchez bien, vous n'allez pas avoir beaucoup de modèles qui ont une forte réponse des précipitations. Si vous regardez même le modèle du centre européen, meilleur centre de prévision du temps au monde, et qui utilise aussi son modèle pour faire du climat, vous voyez que même sur l'Amazonie, il y a du vert. Il y a un autre modèle, je crois, c'est le modèle BCC de nos collègues chinois, juste au-dessus, où il y a aussi du vert. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, dans nos modèles, déforester et augmenter les précipitations. Moi, je ne sais pas si vous trouvez qu'il y a une réponse très consensuelle. Moi, je trouve que c'est un peu le bazar et que ça demande de mieux comprendre ces phénomènes. Et donc, je trouve que c'est très prématuré de penser que des reforestations massives pourraient engendrer un gain de précipitation, notamment suffisant pour compenser l'augmentation de l'évapotranspiration et faire en sorte que ces nouvelles plantations soient pérennes. Ce qui vient éventuellement étayer ça, c'est ce papier aussi de Boyson 2017 qui dit, dans ses key points, terrestrial carbon dioxide removal is not a viable option for countering unabated anthropogenic greenhouse gas emissions. Désolé pour mon accent, ça dit grosso modo que les gars, va pas falloir miser uniquement sur des compensations pour arriver à résoudre le problème. Vous savez que vous avez pas mal de compagnies aériennes qui vous disent « continuez à prendre l'avion, on va planter des arbres ». Vous avez Nescafé, je crois qu'il y avait eu un reportage sur France 2, je ne suis pas sûr des chiffres, mais 95% de leur objectif zéro émission nette de carbone, c'était de la compensation. C'était d'aller planter des arbres dans des pays du Sud qui n'ont pas forcément demandé à le faire. Il y avait un planteur de cacao qui avait découvert au bout d'un moment que ces arbres pour lesquels il était rémunéré, bon, au début il n'était pas contre, mais ça faisait finalement de l'ombre sur ces cacaos, il ne produisait plus, il les a coupés sans prévenir personne. Et je pense que pour la compagnie, c'est toujours comptabilisé comme des émissions négatives. Mais pour vous et moi, c'est du CO2 dans l'atmosphère. Bon, bon, ce papier ajoute hein, qu'il faudrait avoir recours à une irrigation massive parfois pour maintenir ce genre de plantation. Un effet qui est parfois oublié par les gens qui travaillent sur le cycle du carbone, c'est que si vous avez des méthodes relativement efficaces pour pomper plus de CO2 sur les continents, effectivement, la concentration atmosphérique de CO2 diminue, mais ce faisant, vous rendez moins efficace le puits océanique. C'est ce que montre la figure de droite, où vous voyez qu'en arrêtant de déforester, vous augmentez l'effet, vous diminuez en fait la capacité des océans à stocker du CO2. Parce qu'en fait, les océans stockent de manière chimique du CO2 par la dissolution, et c'est le différentiel de pression partielle qui compte. Donc, dès lors que vous diminuez en stockant le CO2 atmosphérique, en stockant plus de CO2 sur les continents, n'oubliez pas que l'océan, maintenant, va moins vous aider à vous débarrasser du CO2 qu'avant. Donc voilà, il faut penser à tout quand on fait des comptabilités carbone. Autre chose, papier récent, là aussi, 2023, bon, je vous ai parlé d'un assèchement sur les continents, à la surface des continents, sous-estimé par la plupart des modèles. Quelles sont les conséquences de cet assèchement pour la photosynthèse et la capacité de la végétation à stocker du CO2? Vous voyez ici une étude, donc c'est une méta-analyse sur de nombreux sites, et vous voyez en bas à gauche la distinction de deux périodes, 1997-2000, 2001-2014. Donc vous voyez que sur la première période, dans la plupart des cas, il y a eu, il y a eu une augmentation finalement de l'efficacité des plantes à utiliser le CO2 atmosphérique. C'est-à-dire finalement, elles gaspillent moins d'eau en absorbant autant de CO2. Donc ça, c'est plutôt bénéfique, et c'est ce qu'on espère pour pouvoir lutter contre le renforcement de l'effet de serre. Sauf que sur la période plus récente, en fait, c'est 50-50. Et l'explication donnée au fait que les plantes sont de moins en moins efficaces pour profiter du CO2 accru pour être plus efficaces dans leur utilisation de l'eau, excusez-moi, c'est un peu compliqué, eh bien, c'est justement un déficit hydrique croissant
dans l'atmosphère. C'est-à-dire que cet assèchement atmosphérique rend les plantes moins aptes à mieux utiliser l'eau qui est présente dans les sols. Et cet assèchement, je vous le rappelle, il semble être sous-estimé. Donc voilà, je ne viens pas qu'avec des bonnes nouvelles. Tous les scénarios d'atténuation compatibles avec l'accord de Paris supposent des émissions négatives massives. Je ne sais pas ce que c'est pour vous un monde à zéro émission nette que toute multinationale, toute région, tout pays nous vend aujourd'hui. Moi, je ne sais pas encore à quoi ça ressemble et je ne sais toujours pas comment on va y arriver. Et probablement pas qu'avec des solutions techniques, probablement en ayant des efforts de sobriété plus importants que ce qu'on avait bien pu nous dire, et même peut-être que le GIEC veut bien nous le dire, je trouve, et là, bon, c'est vraiment un propos personnel, je trouve que quand on entend dire les solutions existent, il suffit de les mettre en œuvre, je trouve que c'est tendre quand même un piège à tous nos politiques, et finalement, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on pense qu'il y a une impuissance des autorités publiques à régler le problème, parce qu'en fait, le problème est quand même sérieux, quoi, hein, et pas simple d'embarquer tout le monde. Quand tous les économistes disent que la méthode la plus efficace pour lutter contre les émissions de CO2, c'est la taxe carbone, bah oui, mais ils avaient oublié qu'il faut faire un accompagnement pour les plus vulnérables, les gilets jaunes. Bah oui, le gouvernement a fait marche arrière. Donc moi, je demande aux scientifiques de réfléchir à deux fois avant de s'exprimer. La plantation d'arbres à l'aveugle peut se révéler, selon moi, à la fois inefficace, voire préjudiciable aux ressources en eau. Je n'ai pas pu retrouver le papier, mais j'avais entendu une conférence où une expérience malheureuse en Afrique du Sud, où ils avaient replanté sur des petits bassins déjà arides des espèces qui étaient non natives, et le bilan net, parce que Guy nous a parlé de température, précipitation, mais si vous parlez ressources en eau, évidemment, c'est précipitation, évaporation. Bah, le bilan net, c'est que l'évaporation avait beaucoup augmenté, les précipitations n'avaient pas changé, et il y avait encore moins d'eau dans les rivières. Les observations suggèrent qu'il y a des compromis à faire entre absorption du carbone terrestre et la disponibilité en eau. C'est ce qu'évoque par exemple cette étude sur la Water Use Efficiency que j'ai évoquée. Et c'est ce qu'évoquent aussi les plans de reforestation massifs qui ont eu lieu en Chine ou au Sahel, hein, où on voit quand même qu'il y a des difficultés à maintenir ces écosystèmes, ou en tout cas en voir les bénéfices en termes de précipitation. Il y a des bénéfices en termes d'érosion, par exemple. Hein. C'est sûr que pour protéger les sols, avoir des arbres, c'est mieux. Mais de là à faire que les arbres soient pérennes et puissent se maintenir sans être irrigués, sans subir les feux de forêt et les sécheresses, c'est une autre question. Bon, je vais finir parce que je vais finir en colère. Mais bon, pour finir sur une note un peu plus d'espoir, ouais, je suis peut-être un petit peu en colère sur le côté surconfiant. On a toujours l'impression en fait qu'on contrôle notre avenir. Hein. Et je pense que oui, c'est une... Bon. Et même si, bon, de plus en plus, c'est de moins en moins tabou, on parle de ces tipping points et des mauvaises surprises qu'on pourrait connaître. Je pense qu'effectivement, les bonnes raisons de devenir plus prudent, ce n'est pas uniquement ce dont on est sûr, et qui est déjà très désagréable, hein, les vagues de chaleur, les sécheresses, les fortes pluies, qu'on va connaître et qu'on connaît déjà, mais c'est aussi tout ce qu'on ne connaît pas déjà. Je pense que l'incertitude, ça doit être, je l'ai déjà dit je crois la dernière fois, je vais me répéter, ça doit être un levier supplémentaire à l'action plutôt qu'un prétexte à l'inaction. Et je trouve que c'est dommage que certains scientifiques finalement préfèrent taire ces incertitudes parce qu'ils parient toujours sur la bêtise humaine, y compris de nos décideurs, c'est-à-dire ben, c'est incertain donc finalement ils ne savent pas vraiment. Je pense qu'il va falloir à un moment parier sur l'intelligence humaine et ils ne savent pas totalement, ça peut être encore pire, soyons prudents. Bon, alors concrètement comment on peut faire? Bon, je laisse tomber peut-être les derniers slides. Je voudrais juste évoquer ce tonneau. Je pense que globalement, l'interdisciplinarité, c'est aussi trouver le facteur le plus limitant pour faire avancer la connaissance ou pour faire avancer finalement l'action contre le changement climatique. Et je pense que parfois, on se bat sur des sujets qui sont finalement un peu annexes. Donc c'est là où ça fuit qu'il faut d'abord quand même agir. Et je pense qu'il devrait y avoir plus de débats à un haut niveau, y compris scientifique, pour savoir aujourd'hui, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est de faire des modèles à très haute résolution qui vont rester tout aussi incertains, ou est-ce que c'est faire autre chose? Et ce débat-là, il n'a pas vraiment lieu, il est un peu escamoté, y compris au niveau des scientifiques, et je le regrette. Voilà, merci. Au revoir.